Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre voix de ténor a fait de vous un maître de l'opéra. Vos débuts dans la comédie musicale vont vous permettre de jouer la carte du cumul en étant à la fois un maître et un chanteur, ou plus exactement un maître chanteur. Bravo. Bonjour Roberto Alagna. Bonjour. Ça va? Ça va, écoutez, ça va puisque j'ai le bonheur de vous recevoir dans ces clés d'une vie. C'est gentil. Et d'évoquer un parcours totalement fou qu'on va évoquer, bien sûr. Il y a Al Capone. Effectivement, vous jouez Al Capone aux Folies Bergères à partir du 28 janvier. Ça va être un grand événement du début de l'année. On va en parler. Et puis, le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Ah, d'accord. La première que j'ai trouvée, alors, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. C'est la sortie d'un film le 29 février 1952. Le Grand Caruso avec Mario Lanza, c'est un déclic de votre carrière, je crois. Ah, bah oui. Oui, Richard Thorpe. Voilà, c'est vraiment. Vous avez entendu cette chanson, vous avez vu ce film, Ouais. et ça a changé votre vie. Oui, c'était pas en 52 quand je l'ai vu, mais Non, merci. parce que j'étais pas né. Oui. Mais j'avais 10 ans à peu près, et c'est passé à la télévision. Et ma mère, qui avait à l'époque un enregistreur à bande, vous savez, Oui. avait enregistré la bande-son du film. Et donc, quand j'étais tout seul à la maison, je rechantais après Mario Lanza les extraits du film. Mais ce qui était intéressant surtout, c'était que j'avais toujours entendu parler de Caruso. Parce que mon arrière-grand-père l'avait connu. Il était, lui, né aux États-Unis. Il est mort aux États-Unis. Il était ténor, lui aussi. Et il avait rencontré Caruso parce qu'il avait un magasin de cuir, de maroquinerie. Et Caruso était venu dans son magasin acheter faire quelques emplettes pour offrir au personnel du Metropolitan. Et là, il lui a dit, voilà, il l'appelait Commendatore à l'époque. Il dit, Commendatore, je suis aussi ténor. Et Caruso a dit, bah, je veux bien t'écouter. Il a fermé son magasin à clé et il lui a chanté un air. Et ils sont restés amis, ils ont eu des relations. Et donc, mon arrière-grand-père allait souvent l'écouter. Et mon arrière-grand-mère, donc son épouse, je l'ai connue jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsqu'elle est décédée. Donc j'entendais tout le temps parler de ce Caruso. Alors quand j'ai vu le grand Caruso avec Mario Lanza, pour moi, c'était pas Caruso, c'était pas Mario Lanza, c'était ce fameux Mr. Jimmy, mon arrière-grand-père. Voilà, j'avais tout projeté sur lui, quoi, cette affection. Et d'ailleurs, il avait failli rentrer au Metropolitan dans les chœurs, et puis il avait refusé finalement. Oui, finalement, il avait son magasin, il avait déjà 4 enfants, et bon, il a laissé tomber, quoi. Mais Mario Lanza, on l'a un peu oublié, alors que Elvis Presley s'en est inspiré pour O Sole Mio, Oui. et finalement, on l'a surnommé à l'époque le Mario Lanza du rock quand il a Mais c'est débuté. vrai parce qu'il y a une similitude. D'ailleurs, moi, j'étais fan adolescent d'Elvis Presley parce que j'aimais justement cette couleur chaude et de crooner comme ça. Et il avait pris un peu cette voix chez Mario Lanza. C'est Mario Lanza qui l'avait inspiré. C'est vrai qu'ils ont une voix chaude comme ça qui est assez similaire. Vous auriez pu être un rocker finalement, Roberto Alagna. Oui, bien sûr. Moi, j'ai aimé ça. C'est ce que je chantais quand j'étais adolescent. Et puis ensuite, j'ai fait du cabaret. J'ai commencé avec les chansons sud-américaines, napolitaines, françaises, un peu de tout. Et puis, peu à peu, je suis arrivé à l'opéra. Voilà. Alors, au-delà, le point de départ, c'est Clichy-sous-Bois, qui est à l'époque une banlieue très tranquille. Oui, bon, c'était tranquille. On était des enfants issus de l'immigration. Hein. Mais on n'avait pas les problèmes d'aujourd'hui. C'est ça qui est curieux. Oui. Voilà. Alors, pourtant, c'était les premières générations, puisque moi, mes copains, il y en avait beaucoup qui étaient nés en Algérie, qui étaient nés au Maroc, qui étaient au Portugal ou en Espagne, et tout le monde s'entendait bien. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de rancœur. Et là, je crois que les choses ont changé un petit peu, et c'est un peu dommage. Et Roberto, ça vient d'un chanteur italien qui s'appelait Robertino, qui avait chanté, je crois, au Sole Mio, et qui avait été un immense Oui, succès. c'était une star à l'époque, Robertino, et ma mère avait adoré ce petit chanteur. Il était très jeune, hein, il avait commencé à chanter, il avait 10 ans, 12 ans, et j'ai encore des disques de Robertino. Et ma mère, donc quand je suis né, elle m'a dit qu'elle m'avait appelé Robertino, parce qu'elle avait aimé ce petit chanteur. Et puis vous êtes né un 8, enfin officiellement un 8, alors que vous êtes né un 7, et vous l'avez compris au bout de 17 ans. Oui, en Roberto fait, Alagna. je suis né un 7 juin. Oui. Et j'avais toujours entendu dire que c'était un vendredi. Et bon, alors donc on a laissé passer le temps. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, on a fêté tout le temps mon anniversaire le 8. Moi, donc j'étais convaincu que c'était le 8. Et j'arrive à l'armée. Et puis je m'aperçois qu'en fait je suis né le 7. Et donc on a tout changé. Et puis maintenant on fête mon anniversaire le 7 parce que c'est la vraie date. Vous pourriez le fêter 2 fois, ce sera encore plus sympa. Oui, ça sera encore mieux. Alors finalement, le spectacle c'est une affaire de famille, parce que je crois que votre père, Roberto
Roberto Alagna chantait Claude François, Tom Jones, Adriano Celentano. Et je chantais tout. C'était une boîte à musique. Mon père, c'était un jukebox. Et encore aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de mettre une pièce. On appuie sur le bouton, ça part tout seul. Hein. Voilà. Oui, il chantait de tout. Il avait cette faculté. Il avait c'est un phénomène, mon père. Il pouvait chanter dans n'importe quelle tessiture. Ça craquait jamais. Et votre mère, elle faisait des costumes pour le cinéma ou le théâtre. Et je crois que le film Le Bossu... Elle a participé au costume de Jean Marais. Ouais, ça me faisait rêver. Ouais. Ça me faisait rêver parce que j'étais déjà fou de spectacle et j'adorais Jean Marais. Jean Marais qui était beau, qui faisait ses cascades, qui était un vrai héros de cape et d'épée. Et puis voilà, donc j'étais très fier que ma mère ait participé au costume du Bossu. Le Bossu avec Bourvil et Jean Marais, où il dit « Si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi ». Ira à toi, ouais. Et surtout, il y avait 3 heures de maquillage pour que Jean Marais se transforme en Bossu. Oui, je crois qu'il y en avait encore plus quand il faisait La Belle et la Bête. C'est autre chose, mais ça c'était Cocteau. Et puis, il y a une émission qui vous a marqué aussi pour découvrir la chanson. Voici la voix de la présentatrice. Dites-moi, mademoiselle Hardy, vous êtes toute seule là sur votre petit Mireille, banc. le petit conservatoire de la chanson, qui passait à la télévision et à la radio. Ben moi j'aimais tout, hein, vous savez, donc j'ai toujours aimé les variétés, le spectacle, le cinéma, le cirque, tout me plaisait, moi, le théâtre. Bon, j'étais vraiment un bon public et ça continue encore aujourd'hui. Mais le petit conservatoire, c'est l'ancêtre de The Voice, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Oui, c'est un peu tout ça, c'est un peu tout ça. Et l'idée venait de Sacha Guitry, qui a un jour écrit à Mireille en disant « Vous devriez faire un petit conservatoire ». Elle a essayé 6 mois à la radio, ça a duré 30 ans. Il avait toujours de bonnes idées. Je pense, oui. Je pense aussi. Et puis, alors, vos débuts dans la chanson, même si vous n'avez pas enregistré cette chanson, c'est celle-ci, Roberto Alagna. J'ai pas vu Mirza. Ah oui. Exactement. Je l'ai enregistré d'ailleurs, j'avais 4 ans. 4 ans, oui. Mais sur le magnéto à bande de ma mère. Voilà. Et c'est une chanson qui vous a marqué. Parce que c'est pourquoi parce que c'était l'histoire d'un petit chien. Ouais. Et figurez-vous que moi j'avais fait la version italienne, puisque Nino Ferrer était aussi italien. Oui. Et donc, toutes ces chansons étaient en italien, en français, et je connaissais la version italienne. Et ensuite, j'ai découvert un peu plus tard la version française. Et cette chanson est née parce qu'effectivement, ses parents avaient un chien qui fuguait sans arrêt, qui s'appelait Mirza. Ben voilà, oui, il y a toujours une petite vérité dans les chansons ou dans les livres. Vos débuts dans la chanson, Roberto Alagna, c'est Eddie Barclay, avec une chanson qui s'appelle Embrasse-moi, je crois, qu'on a un peu oublié. C'est mieux, c'est mieux ainsi. C'est moi qui ai tout fait pour qu'on l'oublie, surtout, puisque j'ai cassé mon contrat avec Eddie Barclay. D'ailleurs, il a pas voulu me le rendre aussi facilement. Il a fallu que je fasse un coup à la Al Capone pour obtenir mon contrat. Avec votre frère en garde du corps? Non, c'était pas mon frère, c'était un Napolitain qui avait un restaurant qui s'appelait Angelo et qui était très baraqué, très impressionnant, avec une moustache comme ça à la Pancho Villa. Et je lui ai dit, en plus il était doux comme un agneau, il était très très gentil. Je lui ai dit, Angelo, tu vas venir avec moi, tu vas l'impressionner, mais surtout ne dis pas un mot. Parce que s'il s'était mis à parler, on aurait compris que c'était un ange, c'était pas du tout un diable. Alors, mais ça a marché puisque j'ai appelé d'abord Monsieur Eddie Barclay. Je lui ai dit, Monsieur Eddie Barclay, je vais venir aujourd'hui et je vais récupérer mon contrat. Voilà, parce que ça faisait un moment que je lui demandais et il voulait pas me le rendre. Ça vous intéressait plus de faire de la variété? C'est pas ça, c'est que j'ai enregistré ce disque avec lui avant de partir à l'armée. Donc j'avais 18 ans, c'était en 82, et ensuite je suis parti en 83 à l'armée, et lorsque je suis revenu de l'armée, c'est là qu'on a sorti le disque. Et moi, entre-temps, j'avais démarré aussi à l'opéra, et j'étais plus intéressé par ce genre de chansons. Donc ce monsieur Angelo, qui était comme un frère pour moi, il a été formidable, il a été grand seigneur en fait. Quand on a récupéré le contrat, il a racheté tout le stock de disques pour ne pas dire ensuite, voilà, Monsieur Barclay, on fait faire des dettes. Voilà, donc il a rien perdu, Monsieur Barclay, et nous on a tout gagné. Mais la phrase qui a été super importante, c'est que quand il m'a rendu mon contrat, il m'a dit, c'est dommage, tu aurais pu devenir un grand chanteur. Oui, il avait le flair. Alors, il y a aussi l'époque des pizzerias où vous chantez, je crois, sous le nom de Roberto le Magnifique. Non, ça c'est dans les cabarets. Au début, les pizzerias, je chantais dans une pizzeria en fait. C'était à Aubervilliers. Il y avait foule tous les soirs. Hein. Voilà, c'était foule. Il y avait la queue comme au cinéma. Hein. C'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, de temps en temps, le patron qui était sicilien me disait, Roberto, cache-toi, tu dis au revoir. Maintenant, tu fais semblant que tu pars. Comme ça, on va renouveler les tables. Et alors, je me cachais dans un coin. Hop, on renouvelait les tables et rebelote.
Et ensuite, lui, il m'emmenait le soir dans les cabarets. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à travailler dans les cabarets. Et c'est dans un cabaret espagnol qui s'appelait Chez Vincent. Donc, je finissais le tour de chant. C'est-à-dire, vous savez, dans les cabarets, on fait des passages. Il y avait des magiciens, des humoristes, il y avait un peu de tout, des danseuses de flamenco, des harpistes, enfin tout ça. Et moi, je finissais le show avec mon tour de chant. Et je me souviens que l'orchestre me présentait comme ça. Et ahora Roberto el Magnifico. Enfin, c'était des Espagnols, voilà. Et donc c'est resté. Et puis il y a quelqu'un qui a cru en vous et qui était le premier à croire en vous. C'est votre professeur de guitare Raúl Ruiz, un Cubain. C'était pas mon professeur de guitare. En fait, c'était dans cette pizzeria, j'ai connu deux Colombiens. Qui étaient des super musiciens et avec qui j'ai commencé à travailler. On a chanté ensemble et donc un des deux m'a dit, tu sais Roberto, tu as un défaut, tu chantes trop fort. Il m'a dit, va voir Rafael Ruiz, qui est notre professeur à tous. Il était cubain, et donc il s'occupait de tous ces Sud-Américains. Et lui était contrebassiste, mais il adorait l'opéra. Et quand il m'a entendu, il m'a dit, bien sûr, tu es ténor. Et alors là, il m'a ouvert les portes du paradis. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience de la voix. Voilà. Et après, il s'est passé d'autres choses. On évoque une date qui est importante pour vous, le 24 janvier 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Roberto Alagna. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roberto Alagna, bientôt Al Capone, au Folies Bergère, on va en parler. Mais avant ça, on revient à une date importante de votre vie, le 24 janvier 1988, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est votre première télé, Musique au cœur, où vous chantez ceci. Vous êtes accompagné par Elisabeth Cooper au piano et c'est l'émission d'Ève Ruggieri que vous avez rencontrée. Alors figurez-vous qu'on dit toujours cette date et en fait c'était la rediffusion cette date-là. En réalité c'est 86. D'accord. Voilà, puisque j'ai pas encore fait le concours Pavarotti à l'époque, sinon on en aurait parlé. Bien sûr. Et voilà, donc en réalité c'est 86 et ensuite il y a eu la rediffusion quand Musique au cœur est devenue Musique au cœur. Voilà. Et c'est ce qui figure dans les archives de l'INA. Voilà. Et si vous connaissez Ève Ruggieri, c'est grâce à Gabriel Dusurget qui a créé les festivals d'Aix-en-Provence. Exactement. Donc Gabriel Dusurget que j'ai rencontré au concours de la Fondation de la Vocation. Et c'est lui qui m'a invité un jour chez lui et il a invité Ève Ruggieri et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'émission. Et je crois que la Fondation de la Vocation, Marcel Blosten-Blanchet l'a créée pour remercier le ciel d'être revenu sain et sauf de la guerre. Ah, je savais pas. Et il dit comme ça, j'aiderai les jeunes chaque année. Vous n'avez pas eu la bourse de la Fondation? Non, moi j'ai pas un bon souvenir de la Fondation de la Vocation parce qu'ils n'ont pas été très sympas et ils ont été un peu injustes. Oui. Puisque c'est moi qui ai gagné, donc qui ai remporté le concours. Oui. Et ensuite, on m'a dit que pour vous donner la bourse, on va maintenant étudier votre dossier. Et quand ils ont vu dans mon dossier que je n'avais pas fait de conservatoire, on m'a dit « Mais on peut pas vous donner la bourse, vous n'avez pas fait de conservatoire. » Et là, j'ai trouvé ça un peu injuste. Et c'est pour ça que Gabriel Dusurget, qui était lui le président du jury, m'a dit « T'inquiète pas, moi je vais m'occuper de toi. » Et ça s'est passé. Et je crois que vos débuts à l'opéra, c'est sur le toit d'une voiture devant l'opéra Roberto Alagna. C'est presque ça. En fait, c'est le fameux Angelo, toujours lui, qui était formidable. J'essayais de rentrer à l'opéra et pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible. J'avais dit à mes parents, j'aimerais bien un jour qu'on puisse aller à l'opéra. Et ma mère m'avait répondu cette phrase terrible, mais on peut pas, nous sommes des ouvriers. Et maintenant, je me rends compte que ça, c'est la faute des médias. Pardon de le dire. De dire tout le temps que c'est élitiste, que c'est cher, que c'est ci, que c'est ça. C'est pas vrai. On peut aller à l'opéra si on veut. Il y a des places pas chères. On peut aussi... aujourd'hui, les jeunes le savent, puisqu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus éclairés que nous. Mais moi, à l'époque, j'ai raté ça parce que je pensais que c'était un autre monde qui ne m'appartenait pas. Et donc, j'ai jamais fait l'effort. Et un jour, mon ami, donc Angelo, m'a dit, tu sais, il faut que tu fasses quelque chose, parce qu'il faut que quelqu'un t'entende. Il m'a dit, tu sais ce qu'on va faire? On va garer la voiture devant l'opéra. Il n'y avait pas encore toutes ces... On pouvait aller presque jusque sur les marches.
il s'est mis là, il m'a dit quand les gens vont sortir, tu montes sur la voiture et tu commences à chanter. Sauf que donc dès que je suis monté sur la voiture, la police m'a arrêté et m'a emmené au commissariat. Et donc on nous a arrêtés, on a expliqué ce qu'on voulait faire. Et donc ils se sont mis à rire, ils ont dit mais c'est vrai, alors chantez-nous quelque chose. Et je me souviens avoir chanté un air dans ce commissariat et ensuite ils nous ont laissé partir en rigolant, mais bon, ils nous ont dit ne recommencez plus. Et il y a eu aussi, juste à côté de l'Opéra, les magasins du printemps, où tout a débuté, Roberto Alagna, grâce à Pavarotti. Oui, là c'est pareil, j'étais avec ce fameux patron de pizzeria qui m'a dit un jour, hein, tiens, il y a Pavarotti qui vient signer des disques, tu veux qu'on y aille? J'ai dit oui, d'accord. Et lui a eu le culot d'aller voir la petite amie de Pavarotti à l'époque. Il lui a dit voilà, il y a ce garçon qui est ténor. Elle est venue, elle m'a pris par la main, elle m'a emmené à Pavarotti. Et lui m'a dit alors il paraît que tu es ténor. Moi j'ai dit non, moi je suis juste un petit chanteur comme ça. Il m'a dit tu es italien? Je dis oui, mes parents sont siciliens. Et il m'a dit tu as étudié avec qui? Je dis oh, personne ne le connaît. Je dis c'est un vieux professeur mais qui a étudié avec Pertile. Et dès que j'ai dit ce mot-là, parce que Pertile c'était un ténor légendaire, il m'a dit oh là j'aimerais bien t'écouter. Je sais pas, il a vu quelque chose en moi et donc il m'a dit écris-moi, je te répondrai. Et puis c'est ce que j'ai fait. Il m'a répondu 1 an plus tard et puis je me suis retrouvé dans le concours. Voilà. Et vous a répondu par un télégramme vous convoquant pour le lendemain en Italie. C'est pas ça. En fait, il m'a envoyé un courrier, pas un télégramme, mais c'était le 14 juillet chez nous. Et donc le courrier est arrivé trop tard. Et en arrivant, quand j'ai vu la date de l'audition, c'était le lendemain. Donc on a pris le train et je suis arrivé juste pour me changer dans les toilettes, juste avant d'aller faire cette audition, pensant que c'était une audition pour qu'il voulait juste m'écouter. Et en fait, c'était les éliminatoires de son concours. Et là, ça a été le parcours du combattant. Ah bah un petit peu parce que en fait, j'avais rien préparé, j'avais aucune partition, j'avais rien. Je pensais qu'il voulait juste m'écouter comme ça. Et donc tous les aspirants chanteurs étaient là, il engueulait tout le monde parce qu'il a toujours été très très difficile, Luciano, par rapport au chant. Et donc chacun passait, chantait deux airs et donc ensuite était qualifié ou disqualifié. Et je me souviens que avant moi passe Cecilia Bartoli. Totalement inconnue. Voilà, totalement inconnue, toute jeune aussi. Elle chante ces 2 airs et puis elle n'est pas retenue. La voix trop petite, etc., etc. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils lui ont invoqué comme raison. Et puis j'arrive donc à moi, juste derrière. Alors qu'est-ce que tu nous chantes? Et moi je dis j'ai rien amené, maestro. Et il commence à m'engueuler. Mais pourquoi? T'as rien amené? Comment que c'est possible? Je dis non, vous savez, je suis le jeune que je vous ai connu au printemps à Paris. Je savais pas que c'était un concours. Ah, il me dit oui, je me souviens. Chante-moi ce que tu veux, il me dit. Alors je dis je peux faire la danza. Il me dit de Rossini. Je dis oui. D'accord. Alors le pianiste commence à jouer. Je fais 2 mesures, c'est-à-dire à peu près 5 secondes, 6 secondes. Et il m'arrête. Merci, au revoir. Oh. Et tout le monde avait chanté 2 airs et je m'en vais détruit. Je me dis qu'est-ce que je vais raconter à ma famille? C'est vraiment la honte de ma vie. Et je m'en vais au bar du théâtre, comme ça je commande un double scotch, un peu à la Dean Martin comme ça. Et je suis détruit en train d'essayer de penser à ce que je vais pouvoir raconter. Et puis une dame me tape sur l'épaule, elle me dit bravo, hein. Et je dis en plus, elle se moque de moi, la dame. Je dis, mais vous avez vu, il m'a viré au bout de quelques secondes. Non, elle me dit, Luciano connaît très bien les voix de ténor, vous êtes qualifié. Je dis, ah bon? Mais oui, vous inquiétez pas. Je dis, mais vous êtes qui, madame? Je suis madame Pavarotti, c'était sa femme. Voilà. Et finalement, vous êtes allé jusqu'au concours, je crois, au Métropolitane. Entre 2 représentations, il y avait le concours. Oui. D'abord, ça a duré à peu près 2 ans, le concours. Et donc, j'ai commencé tous les éliminatoires. On a fini en Europe, à Modène, chez lui, là-bas, en Italie. Et ensuite, on était qualifiés pour la finale internationale. Et ensuite, on est allé à New York. Et de New York, la grande finale à Philadelphie. Et quand vous avez gagné, qu'est-ce qu'on ressent? J'étais content, mais je veux dire, moi j'ai toujours été un peu, comment dire, je doutais tout le temps, j'étais toujours mécontent, jamais, je trouvais toujours que ma prestation n'était pas assez bonne. Voilà, j'avais toujours un peu ce caractère-là. Mais bon, j'étais fier. Et le prix, c'était de chanter avec lui. Oui. Donc, de faire un spectacle. Et en fait, j'ai jamais pu chanter avec lui parce que j'avais déjà démarré. Et mon planning était tellement chargé qu'on n'a jamais eu l'occasion de chanter ensemble. Sauf un jour où il fêtait ses 40 ans de carrière. Et là, il m'a invité. Et quasiment, c'était plus son show, mais c'était le mien. Parce que j'ai remplacé Domingo,
show, j'ai chanté à sa place, j'ai chanté 2 heures en plus. Enfin, c'est moi qui ai fait le show alors qu'on était des tas de chanteurs. Je crois qu'il a voulu un peu me présenter comme un peu un peu son sa fils découverte. spirituel. Ouais. Voilà, un peu ça. Alors, il y a une chose qu'on sait peu sur Pavarotti, je ne sais pas si vous le savez, Roberto Alagna, il avait la passion du football Ouais. et son idole c'était Oui. Pelé. Et c'est Oui, parce que Pelé a fait une pub pour American Express qu'il a accepté de faire cette pub ensuite. Oui, en fait, il a vu Pelé. On lui avait proposé de faire la publicité de American Express et il s'est dit bon, il n'était pas sûr d'accepter. Et en allumant la télé, vous savez, il avait toujours la télévision allumée jour et nuit chez lui. Il dormait avec la télévision allumée. Et il voit la publicité de Pelé des American Express. Il dit si Pelé le fait et pour défendre le football, moi je vais défendre l'opéra. Et il a accepté comme ça. Voilà. Et votre premier grand rôle ensuite, ça a été la Traviata. Libiamo negli eti calici che la bellezza infiora. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à partir de ce jour-là, vous avez passé votre temps à tourner dans le monde entier. La Scala de Milan, Londres, New York. Comment on fait pour tenir le rythme, Roberto Alagna? C'est la passion c'est une sorte de carburant, la passion. Vous savez, c'est un... Et là, on le sait ce que c'est. Quand on en a plus, quand on est en manque de carburant, vous avez vu, il n'y a plus rien qui marche. Oui. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de toujours avoir cette flamme allumée. Et encore aujourd'hui, cette flamme brille encore à l'intérieur de moi. C'est mon carburant. Voilà. Et les critiques ont été unanimes à dire, non seulement il chante en français et en italien, mais on comprend ce qu'il dit, ce qui n'est pas fréquent. Oui, ça c'est vrai que c'est ce qu'on note souvent dans les critiques, c'est ma diction. Mais c'est surtout parce qu'en français, j'ai apporté une diction un peu plus moderne. Voilà, on roulait les airs souvent en français, et moi j'ai apporté un peu un français, disons, plus moderne, un peu celui qu'utilisent les chanteurs pop dans la pop, dans la variété. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc ça a été une sorte de choc au départ, et maintenant c'est devenu presque banal. Voilà. Et vous avez chanté et vécu dans des conditions parfois difficiles. Il n'y avait pas que des palaces. Je crois qu'à Monte-Carlo, vous étiez dans un tout petit hôtel. Oui, c'était pas à Monte-Carlo, en fait, c'était à Beau Soleil, parce que j'avais pas de quoi me payer un hôtel à Monte-Carlo. Et je me souviens que j'étais dans un boui-boui où il y avait des cafards, où il y avait un peu de tout. Et voilà, donc oui, j'ai connu ça aussi. Mais bon, vous savez, encore une fois, quand on a la passion, on surmonte tout. Hein. Voilà. Moi, je me souviens d'un hôtel à Monte-Carlo, au coin d'une rue, qui avait appartenu à Annie Cordy. En dormant la nuit, on savait que le feu rouge, c'était toutes les minutes 10. Tellement oui, ça c'est formidable. En tout cas, il y a eu d'autres étoiles qui ont brillé, et notamment une le 14 juillet 2005. A tout de suite sur Sud Radio avec Roberto Alagna. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roberto Alagna, ténor, on l'a vu avec Pavarotti, mais bientôt Al Capone aux Folies Bergères à partir du 28 janvier, on en reparle. Mais un autre événement important, c'est le 14 juillet 2005. Ouais. Vous n'avez pas oublié cet extrait. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves engins. Incroyable, vous chantez Place de la Concorde, la Marseillaise. Je suis toujours ému d'entendre la Marseillaise, surtout cette version. C'est le jour où je me suis senti français. Voilà. Et c'était formidable. Comment c'est né cette aventure? Si je vous raconte, vous allez rire. En fait, c'était l'époque où c'était Jacques Chirac qui était président. Et il avait demandé à mon agent de lui enregistrer avec ma voix la Marseillaise a cappella pour finir tous ses meetings. Donc, c'est-à-dire que les meetings se terminaient avec moi, ma voix, dans la Marseillaise. Et donc, et pour me remercier, donc il m'a remis la Légion d'honneur? non, pas Légion d'honneur, parce mérite. que j'étais trop jeune à l'époque. Le mérite. Voilà, le mérite. Oui. Voilà. Et donc, il m'a donné ça. Moi qui n'ai jamais fait de politique, c'est quand même assez incroyable. Et puis qui n'ai jamais voté en plus. Et donc, ensuite, il m'a proposé de faire ce 14 juillet. Et c'était magnifique parce que il y avait toute la tribune avec tous les politiques qui étaient là. J'étais avec le chœur de l'armée qui était à 25 mètres derrière moi. J'avais l'orchestre de l'armée qui était à 40 mètres sur ma droite. Et j'avais un projecteur, mais le plus beau projecteur qu'on puisse imaginer de notre vie, le soleil qui se levait comme ça en face. Et c'était fabuleux parce que j'avais l'impression d'être, comment dire... Moi, enfant issu de l'immigration qui était italien jusqu'à l'âge de 18 ans, j'avais toujours une carte de séjour, mes parents sont toujours italiens. Et là, d'un coup, je représentais la France. Et ça m'a bouleversé. Voilà.
Alors, il faut savoir que la Marseillaise, au départ, c'était le chant de guerre pour le départ de l'armée du Rhin, composé en une nuit par Roger de Lille. Et c'est parce que des soldats sont venus de Marseille, aux Tuileries, qu'on a appelé ça la Marseillaise. La Marseillaise, exactement. Alors, votre éclectisme est total parce qu'il y a la Marseillaise d'un côté, et à peu près à la même époque, il y a ceci. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Et Luis Mariano, un disque, c'est presque une promesse familiale. Je vais même vous dire plus, aujourd'hui je pense encore à lui parce que le travail que nous sommes en train d'accomplir avec Jean-Félix Lalanne, la complicité que nous avons actuellement, me fait penser à celle de Lopez et Mariano, qui ont inventé un genre d'opérette. Et je me demande si on n'est pas en train d'inventer un genre de comédie musicale. Mais vous savez comment ils sont connus, Lopez et Mariano? Ils étaient déjà du même pays. Hein. Oui. Voilà, tous les deux, ils étaient basques. Et lui j'étais coiffeur, je Dentiste. crois. Dentiste, exactement. Et un soir, Mariano, pour des amis, chante dans un restaurant, dans un bar basque. Voilà. Lopez est là. Et lui dit, mais si on travaillait ensemble, c'est comme ça que c'est né. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Il a ouvert la bouche, il a chanté et il a vu une carie au fond. Et il a dit, il faut bien me voir. Et voilà, et l'amitié est née sous la fraise. Voilà. Mais et d'ailleurs, au départ, Lopez devait écrire une première chanson qui était le prénom de la sœur de Mariano, Oui, Maria-Louise. Et il a mis 6 mois à l'écrire. Ouais. Et ensuite, ils ont fait La Belle de Cadix à 24 décembre pour quelques soirs au Casino Montparnasse. Et ça a démarré. Oui, ça a démarré. Et c'est même Mariano qui a fait l'affiche. Exactement. Qui a dessiné l'affiche, ouais. Je vois que vous le connaissez bien. Oh, je connais pas mal, ouais. Et ça aussi, ça vient de votre mère, je crois. Oui, parce que ma mère, elle adorait à chaque fois enregistrer les choses. Ma mère, c'est quelqu'un qui fixait les choses. C'est la première de la famille à avoir acheté une caméra Super 8 et elle filmait des moments de notre vie. Et c'est grâce à elle que j'ai pu conserver en mémoire des tas de moments familiaux. Ça, c'est grâce à ma mère. Elle avait ce goût-là. Et donc, je me souviens qu'un jour, c'est La Belle de Cadix, justement, qui passait à la télévision. Et moi, j'avais un héros qui était au-dessus de tous les héros. J'aimais bien sûr Robin des Bois, tout ça, mais mon favori, c'était Zorro. Et donc, Don Diego de la Vega. Et comme j'aimais le chant, Mariano alliait les deux. C'est-à-dire que c'était Don Diego de la Vega qui chantait. Et donc, c'est devenu mon héros. Et il a été fabuleux. Il y a un mythe de Mariano qui est toujours valable aujourd'hui. Les marianistes sont très purs, ils n'acceptent pas n'importe qui. Ils vous ont accepté, c'était pas évident. Ouais, plus que ça même, parce que vraiment, ils ont aimé le disque. J'ai reçu des tas de lettres, de courriers, de gens qui me remerciaient de leur mettre au goût du jour, parce que on avait oublié Mariano, c'était passé un peu, on disait de Mariano, oh c'est ringard, c'est kitsch, c'est ci, c'est ça. Et tout d'un coup, on s'est aperçu de la qualité de Mariano, comme en tant que ténor, en tant qu'artiste, des mélodies qui rendait joyeux. Vous savez que Mariano n'a jamais rien chanté de triste. Jamais. Et donc ses fans, lorsqu'il est mort, il y a une fan qui avait déposé sur sa tombe une lettre où elle a dit c'est la seule fois où tu nous fais pleurer. Voilà, c'est quand il est mort. Et officiellement, il est mort à 50 ans alors qu'il en avait 56, mais il y a une raison. C'est que quand... Et d'ailleurs un 14 juillet. Un 14 juillet en plus, voilà, oui. Vous voyez. Et c'est parce qu'en fait, lorsqu'il était jeune, sa mère a fui l'Espagne. Oui. Et pour qu'il échappe au service militaire, elle l'a fait rajeunir de 6 ans. Oui. Je savais ça aussi. Ouais, vous savez tout sur Mariano. Mais finalement, c'est... Aujourd'hui, à part vous, qui chante Mariano, Robert? Non, il y en a qui le chantent. Mais vous savez que Mariano, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lopez a fait du sur-mesure sur Mariano. Parce que Mariano, il faut dire la vérité, Mariano était un ténor exceptionnel. C'est-à-dire qu'il avait une quinte aiguë hors du commun. Mais le centre de la voix était faible. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire d'opéra. Il a fait juste Don Pasquale en live, il a commencé là-dedans, mais il n'aurait jamais pu faire les grands rôles d'opéra. Parce que même si la quinte aiguë était insolente, le centre était faible. Donc il a réussi à faire, avec Lopez, des chansons où dans le centre, c'est un peu crooner, un peu comme ça, presque variété, et puis tout d'un coup, ça s'envole, avec des envolées lyriques qui vont jusqu'au contrut, même jusqu'au contreré, d'une façon presque surhumaine. Voilà, c'est ce qui a fait la particularité de Mariano. Excusez-moi, je suis fatigué, je bafouille. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de rentrer dans le costume de Mariano, vocal, dans le costume vocal de Mariano. Parce qu'en plus, il avait une particularité encore, une qualité, c'est qu'il avait une demi-teinte exceptionnelle.
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il pouvait faire ces fameux Mexico, ce fausset qu'il avait, très facile et qui est difficilement imitable. Oui, il avait un costume vocal, Mariano, mais son costume, il était souvent déchiré à la fin des représentations parce que les femmes se jetaient sur lui. Oui, exactement. Et d'ailleurs, il a toujours caché son homosexualité à cause de ça, parce qu'à l'époque, sinon c'était quasiment 95% de son public qui aurait peut-être été déçu. Et vous auriez pu le rencontrer, ça aurait été une belle rencontre. J'ai rencontré la famille, hein, donc bien sûr, Pachi, le petit bien sûr, et donc je suis allé chez lui. J'ai eu l'impression de presque de le connaître. Je suis allé sur sa tombe, je suis allé voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'était un homme formidable parce qu'on voit la gentillesse. On peut pas chanter de cette façon si on n'a pas à l'intérieur une sensibilité et puis une gentillesse. Alors, il y a eu la Marseillaise, il y a eu Mariano, et comme vous êtes parfaitement éclectique, Roberto Alagna, il y a eu également cet album. C'est vrai qu'une chanson en sicilien, un album en sicilien, c'était pas évident non plus. Non, je l'ai fait en fait parce que ma grand-mère venait de partir. Et c'était le dernier lien que nous avions vraiment intime avec la Sicile, puisqu'avec elle n'avait jamais réussi à apprendre le français. Et donc, avec elle, on parlait toujours en sicilien. Et voilà. Et donc, quand elle est partie, j'ai pensé aux générations futures. Et je me suis dit, il faut qu'ils aient quelque chose de savoir d'où on venait, notre façon de parler, qu'est-ce qu'on chantait pendant les fêtes, ces fameuses réunions où on a après chanté. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce disque. Ouais, il y a eu un grand moment d'émotion, c'est les vacances où vous avez découvert la terre de vos ancêtres quand vous étiez enfant. Oui, bien sûr. La première fois que j'y suis allé, j'étais enfant, mais j'ai eu des surprises incroyables parce que je me suis retrouvé à Syracuse. Vous imaginez, je pars de Clichy-sous-Bois, où tout était un peu gris, c'était la banlieue, même si quand il fait beau ici en banlieue aussi. Il y a du vert aussi, heureusement. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais à Ortigia, où chaque rue ne va pas à Rome, mais à la mer. Et donc ça c'est assez formidable, c'est une presqu'île, donc on est entouré de mer, il y a ce soleil brûlant comme ça, éclatant, avec une lumière qui nous aveugle, des senteurs fantastiques, il y a des monuments anciens, on a l'impression d'être dans un décor de théâtre, hein. Voilà, donc je découvrais Syracuse et pour moi c'était entrer dans un, je sais pas, Cinecittà. Et Syracuse, certains oublient que c'est en Sicile, peut-être à cause de cette chanson. J'aimerais tant voir Syracuse. Eh oui. L'île de Pâques. Eh oui. Il cite les merveilles du monde. Voilà. Henri Salvador. Ouais. Cette chanson a été écrite en 20 minutes, oui, dans un bar de Montmartre où Bernard Dimet avait ses habitudes quotidiennes. Salvador est arrivé, en 20 minutes, ils ont écrit paroles et musique. C'est souvent le cas des plus belles chansons. Elles sont écrites rapidement. Et même dans les opéras, quand on imagine que Le Barbier de Séville a été écrit en 8 jours par Rossini, c'est un exploit, hein. Oui. Voilà. Alors, Syracuse, il y avait aussi des choses que vous avez découvertes, notamment, on sert le vin à la louche là-bas, c'est assez étonnant. Non, ça c'était quand on était avec la famille en campagne, il fait tellement chaud et le vin est tellement fort, parce qu'il peut atteindre 16-17 degrés, oui, le vin. Donc, on mangeait, on était à la campagne comme ça, on faisait des tablées énormes, on amenait des bouteilles de vin, tout ça était transvasé dans des grandes casseroles énormes avec des glaçons, et ensuite, donc, on servait à la louche. Et c'était formidable. Ça m'avait frappé en tant qu'enfant de voir mes parents, mes oncles, tout ça, se servir à la louche du vin, quoi. C'était assez exceptionnel. Alors, enfant, quand même, être sicilien quand on va à l'école à Clichy-sous-Bois, c'est pas simple. Et ça, vous en avez souffert à vos débuts, Roberto Alagna. Pas souffert vraiment. Moi, ce qui me faisait souffrir, c'est que j'étais né en France. Et donc, mais on me ramenait toujours à ma condition de Sicilien. C'était toujours spaghetti, rital. C'est un peu le rital de Cavana. Oui. C'est un peu ça. Quand j'ai lu ce bouquin, même s'il était plus vieux que moi, j'avais l'impression de revivre tout ce que disait Cavana. C'était un peu ça. Et il y avait encore des Roland de la guerre, où l'Italie avait trahi, etc. Donc, un peu mal vu quand même le rital. Voilà. Et puis ensuite, et je le remercie pour ça, arrive Aldo Machon. Oui.
Et Aldo Machon rend l'italien sympathique avec ses films comiques, son accent, sa façon de faire. Et voilà. Et donc là, on a retrouvé une sorte de lettre de noblesse du Rital, quoi. Voilà. Aldo Machon qui avait démarré dans un trio, les Brutos ou les Tontos. Oui, les Brutos, oui. Et il n'avait pas fait un grand succès en Italie, c'est ça qui est curieux. Et ce qui a marché en France, c'était son accent, son allure. Et il faut dire qu'il était excellent. Et moi, je l'aime beaucoup, vraiment, Aldo Machon. Je crois qu'il vit tranquillement en Italie. Oui, je sais pas où il est, dans le sud de la France. Oui, une retraite heureuse, tranquille. Oui, il a raison. Hein. Il a bien raison. Et puis, il y a une chose qu'on a oubliée aussi, parce que vous avez fait avec votre frère un livret qui est le dernier jour d'un condamné, d'après Victor Hugo, qui est une chose très forte aussi. Très forte. En fait, c'est toujours curieux comment naissent les projets. J'étais à Chicago, je chantais Roméo et Juliette et j'étais tout seul avec ma famille au loin, ma fille. Et donc j'étais triste. À chaque fois que je partais aux États-Unis, que je laissais ma fille avec mes parents, j'étais malheureux. Et je parle au téléphone avec mon frère. Et il me dit alors ça va, comment ça se passe? Et je dis je me sens comme un condamné à mort. Et il me dit ah bon, donc on discute et puis quelques jours plus tard je reçois le bouquin de Victor Hugo, Le condamné à mort, en boutade. Il m'avait envoyé le livre et je commence à lire ce fameux condamné, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, et j'entends une musique en lisant. Et je rappelle mes frères et je dis mais il faut qu'on fasse un opéra, c'est vraiment extra comme livret. Et eux me disent bon bah écoute, t'as qu'à commencer un livret. Et dans la nuit je fais un livret. Alors je fais une concentration, sauf que je me dis mais ça va être inchantable, parce que le personnage, comment on peut tenir un rôle si long, si épuisant, tout seul sur scène, même s'il y a quelques intervenants. Et donc mon autre frère David a eu une idée assez géniale. Il m'a dit tu sais ce qu'on va faire, on va partager les rôles. Toi tu seras le condamné de l'époque d'Hugo et on aura une condamnée noire américaine dans une prison aujourd'hui, contemporaine. Et tous les deux, vous allez chanter le texte d'Hugo et on va s'apercevoir que le texte est encore moderne et encore résonne encore aujourd'hui. Et donc on est parti là-dessus et on a travaillé à 3 sur le livret et mon frère David a fait la musique. Voilà, et c'est comme ça qu'un succès est né, avant un autre succès certain qu'on va évoquer avec une autre date, le 28 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Roberto Alagna. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roberto Alagna. On a parlé de votre passé avec tout ce que vous avez fait, l'opéra, les variétés, tout ce qui est possible et imaginable. Et puis, vous évoluez encore, puisque le 28 janvier 2023, c'est la première de Al Capone aux Folies Bergères, votre première comédie musicale. Et ça, c'est une aventure que vous avez voulu. Enfin, que j'ai voulu, qu'on m'a proposé. Oui. C'est Jean-Félix Lalanne qui l'a voulu. Et il a réussi à me convaincre, parce que c'était pas évident pour moi. Vous savez, j'ai un planning qui est extrêmement chargé. Honnêtement, j'ai pas besoin de faire une comédie musicale et de prendre un risque nouveau. Mais c'est lui qui a réussi à me convaincre grâce à la qualité de son livret, grâce à la qualité de sa musique, et puis grâce à sa gentillesse, parce que c'est quelqu'un qui a un grand talent et d'une grande humilité. Il a vraiment un grand cœur. Et voilà, donc c'est toutes ces choses qui ont fait que j'ai accepté de me plonger là-dedans et de m'investir complètement. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que dès le début, vous avez été là. Oui, tout de suite, j'ai été emballé. Donc j'ai participé avec lui au livret, j'ai participé à la musique, à la mise en scène. On travaille un peu dans tout. J'ai suggéré le cast, j'ai suggéré le metteur en scène. On a travaillé vraiment en étroite collaboration. Et je dois dire que je connais Jean-Félix depuis très 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 longtemps. On avait même enregistré une chanson il y a très longtemps. Il a travaillé avec mes frères. Mais je pensais pas que nos sensibilités étaient si proches. En fait, on a la même sensibilité, quasiment les mêmes goûts, le goût de la musique, mais aussi de la vie en général, des enfants, de la famille et tout ça. Donc on est très très proches. Lui, il est d'origine sud-américaine. Donc il y a quelque chose qui nous rapproche. Moi, ma grand-mère est née à Buenos Aires. Je sais pas, il y a quelque chose on aime la guitare, surtout lui, parce que lui c'est un virtuose. Moi, je suis un passionné. Et voilà, donc c'est tout ça qui fait que je suis ravi. Et je pense que on démarre une collaboration là très importante qui va s'étaler sur plusieurs années. Voilà, parce que Al Capone, en plus, c'est un rôle incroyable. C'est-à-dire qu'on vous imagine en tout sauf en Al Capone au départ. C'est ce qui m'a attiré aussi, que ce personnage si loin de moi, et où je vais pouvoir peut-être même donner un côté un peu d'humanité à ce personnage qui est un fauve. Oui. C'est un fauve, et moi je vais essayer d'aller chercher
à l'agna qui va chercher l'agneau, Ouais. un petit peu, vous voyez. Vous avez un point commun et ses parents étaient siciliens. Non, ils étaient napolitains. Ah, c'est pas Donc la même chose. c'est pas la même C'est chose. pas la même Même chose. si c'est le royaume des deux Siciles, ils sont un peu cousins. Voilà, mais Alors- c'est pas la même chose. Mais c'est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, c'est rare parce que souvent la mafia new-yorkaise, etc., est plutôt sicilienne. Et lui, il était napolitain. C'est l'exception qui ne confirme pas la règle. Oui, 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 oui. Alors, pour les Français, pour celles et ceux qui ont quelques années quand même, Al Capone, c'est lié à ceci. Les Incorruptibles. Ah oui. Alors, vous savez que ce feuilleton est venu en France par hasard. Robert Stack. Robert Stack, il y a eu 118 Magnifique. épisodes aux Ouais. États-Unis de 50 minutes. Et puis un jour, la deuxième chaîne se lance et il manque un feuilleton. Donc en catastrophe, on prend ce feuilleton sans imaginer que ça va être le succès de la deuxième Ah chaîne. ouais, c'est incroyable. Ouais. Et ce qu'on a oublié, c'est que dans ces épisodes, il y a quelques guest stars débutantes. Il y a Charles Bronson, Ouais. Peter Falk et Robert Redford. Exactement. Oui, oui. Vous connaissiez le Oui, feuilleton oui, je le connais, ouais. Voilà. Moi, j'ai adoré tout ça. Mais j'ai tout ça à la maison, moi. Vous regardez. Bah, bien sûr. Vous savez, il y a tous ces feuilletons de mon enfance. Je les ai rachetés comme Joss Randall. Au nom avec de la loi. Steve McQueen, voilà, au nom de la loi. Je me souviens de quand il arrache à chaque fois cette affiche avec ce générique formidable. Ils avaient toujours des génériques, même celui-ci. Il est extraordinaire. Il y avait aussi Les Envahisseurs avec Bien David sûr. Vincent et tout ça. Bon, tout ça, c'était mon enfance. La télé à la maison qui était Oui. le seul luxe de la maison. Exactement. Alors, Al Capone, c'est quand même Chicago 1930, et il y a quand même la lutte Elliot Ness contre Al Capone, mais de manière très particulière, Roberto Alagna. Oui, parce que là, c'est ça qui est intéressant dans le livret de Jean-Félix Lalanne, c'est que on pourrait croire que c'est une histoire sur Capone, les violences, les meurtres, tout ce qu'on veut, et en fait, c'est pas ça du tout. C'est plutôt une histoire d'amour, c'est-à-dire que c'est la romance de sa sœur sa sœur Rita, qui est amoureuse de son pire ennemi, Elliot Ness. Voilà, comment détruire un homme sans faire de peine à ma sœur que j'aime par-dessus tout. Voilà, donc c'est terrible ce dilemme-là de Capone. Et c'est l'excellente idée qu'a eu Jean-Félix. Donc en fait, c'est une sorte de Roméo et Juliette à Chicago ou de, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire. C'est Roméo et West Juliette. Side Story, voilà. Exactement. Mais alors, je crois qu'il a eu l'idée parce qu'il s'est toujours dit, mais pourquoi à chaque fois Al Capone épargne Elliot Ness? Il s'est posé la Oui, question. c'est parti de là. Il s'est dit que c'est curieux. Il y a quand même cette admiration réciproque. Et pourquoi il l'épargne alors qu'il pourrait vraiment le faire tuer ou le tuer lui-même? Et c'est vrai. Et donc c'est ça qui lui a donné l'idée. Parce qu'en plus, Capone avait une sœur. Je crois qu'elle est décédée jeune. Et donc voilà, c'est parti de ça. Et c'est un sujet qui n'avait jamais été traité aux comédies musicales ou au théâtre. Je crois que Al Capone, je crois qu'il y a une comédie musicale, mais aux États-Unis, mais je ne sais pas si ça a marché. Peut-être qu'il n'avait pas trouvé la clé, parce que c'est certain que comment faire une comédie musicale si on n'a pas un peu d'amour, un peu de tout, quoi, tous les ingrédients. Alors, cette comédie musicale, bien sûr, des chansons. Et la première, c'est Hors la loi, Capone. Un jour viendra où tu sauras que vit en moi. C'est vrai que votre voix, elle aide beaucoup. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle à sa sœur. Oui. Il est en train d'avouer à sa sœur qu'il n'est pas l'homme qu'elle croit et qu'il est un hors-la-loi, en fait. Et voilà, donc il lui avoue ça puisque sa sœur a quitté New York et vient s'installer avec lui à Chicago. Et il est très en colère. Il lui a dit non, je t'avais dit de rester à New York, justement pour pas qu'elle soit impliquée dans ses affaires. Et en fait, elle vient à New York lui annoncer la mort de son père. Et ce qui est extraordinaire, en même temps, ce qui devrait être partout, dans toutes les comédies musicales, c'est que les chansons ne sont pas là par hasard et racontent l'histoire. C'est pas si simple que ça. Tout à Roberto fait. Alagna. Et je vais même vous dire plus, quand je vous parlais tout à l'heure qu'on était en train d'inventer un nouveau genre de comédie musicale, c'est que au départ, Jean-Félix voulait faire du théâtre musical. C'est-à-dire qu'il y avait de grandes parties parlées, comme au théâtre, et ensuite la musique. Et je lui ai dit, plutôt que de faire des parties parlées, pourquoi tu fais pas comme à l'opéra, des récitatifs qui racontent un peu ce qui va se passer, et ensuite l'air. Et donc, c'est ce qu'il m'a écouté, et c'est ce qu'il a fait, et je dois dire que ça fonctionne vraiment très très bien, et maintenant il est ravi. C'est un mélange d'opéra et de comédie C'est musicale. une structure opératique sans être un opéra.
mais c'est une structure opératique. Donc il y a des récitatifs, c'est-à-dire qu'on parle quasiment pas. Et quand il y a des moments parlés, c'est du mélodrame. Le mélodrame, c'est comme vous le savez, c'est quand on parle sur la musique, sans faire des notes, ou alors du récitatif, où là on parle en chantant. C'est un travail encore plus difficile que de faire du théâtre musical. Exactement. Et je dois dire que Jean-Félix est aussi doué pour composer de la mélodie que du récitatif. Le récitatif, c'est quelque chose qui doit être court, qui doit être, c'est un peu comme, comment dire, comme un slogan publicitaire. Oui. Il faut que ça accroche tout de suite. Voilà, et que ça raconte tout de suite en quelques mots l'action. Et il a réussi à faire ça. Et est-ce qu'avant de jouer Al Capone, vous êtes un peu renseigné sur l'homme? Vous avez lu des livres, vu des films? Oui, j'ai tout vu, je crois. Enfin, mais pas tout. Vous savez qu'il y a même un cheval à Auteuil qui s'appelle Al Capone. Oui. Vous le saviez? Oui. Voilà. Et donc, oui, je connais pas mal de choses sur Capone. Oui. Et le premier film qu'il y a eu sur Capone, c'est Howard Hawks qui l'a fait en 1932, qui était Scarface. Exactement. Et d'ailleurs, tout le mythe d'Al Capone est parti de là. Est parti de là. Et d'ailleurs, ensuite, De Palma, il a fait Scarface avec Al Pacino. Et là, on peut dire aussi qu'il y a une histoire aussi où Al Pacino essaie de défendre sa sœur parce qu'elle est amoureuse de son bras droit, donc un bandit, et il ne veut pas qu'elle soit mêlée à ça. Donc vous voyez, il y a encore, on retrouve un petit peu la petite tragédie là que Jean-Félix a inventée. Il faut choisir entre l'amour et la guerre, pratiquement. C'est le principe. Et vous savez moi je me suis aperçu de certaines choses, puisque en regardant un peu les photos, en regardant tout ça, je me suis aperçu qu'Al Capone mettait toujours des chapeaux blancs, donc des borsalino blancs, et à l'envers. Ah bon? Voilà. Et donc, lorsqu'on a fait le petit showcase d'une demi-heure, le spectacle, je mettais mon chapeau à l'envers. Et Jean-Louis Grindin me dit, fais attention Roberto, tu mets ton chapeau à l'envers. C'est le metteur en scène, oui. Oui, le metteur en scène. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que j'ai vu que Capone le met à l'envers. Ah bon? Il m'a dit, c'est sûr. Je dis oui, vérifie. Et effectivement, il le met à l'envers. Alors, pour quelle raison? Je pense que c'est parce que le visage est très rond, très large. Et je pense que s'il avait mis le borsalino sur la pointe, ça aurait pu être presque ridicule, presque asymétrique. Et donc, hop, il est très fort, donc il pense à son image, il a un côté théâtral, il retourne le chapeau et d'un coup, ça fait une masse impressionnante et il fait peur. Ouais, et donc c'est curieux. Voilà. Il y a une formule qui dit un beau chapeau, c'est bien, mais pour marcher, ça ne vaut pas une bonne paire de chaussures. Oui, ça n'arrive, c'est autre chose. Alors, il y a aussi Elliot Ness, et là, c'est un Québécois très connu avec Notre-Dame de Paris, qui est Bruno Pelletier. Oui. Il est arrivé dans l'aventure aussi, c'est une de vos idées? C'est mon idée, oui. C'est mon idée parce qu'on cherchait un Elliot Ness. C'est pas évident à trouver parce qu'il faut quelqu'un qui ait un visage dur comme ça et en même temps doux, qui puisse être doux et dur. Et il a ça, Pelletier. Il a ce visage avec cette mâchoire carrée comme ça, où il peut être incorruptible, on le sent incorruptible. Et en même temps, c'est presque le reflet de Capone, le flic qui rejoint le voyou. Et il est aussi dur que lui, aussi intraitable, aussi violent que lui, aussi entêté. Donc c'est un peu presque des frères jumeaux tous les deux. Et donc ça fonctionne super bien. Et je me souviens que pour convaincre Jean-Félix, qui connaissait pas vraiment Bruno, à part l'avoir entendu dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, je lui ai dit, tu sais, ce gars-là, il est solide. Voilà. Et c'est ça qui est... Ah bon, tu crois? J'ai dit oui, il est solide. Il faut un gars comme ça. Et la preuve qu'il est solide, le soir de la première de Notre-Dame de Paris, je ne sais pas si vous le savez, il est tombé, il a raté une marche, il s'est presque évanoui en scène, personne s'en est rendu compte, et au bout de 3 secondes, il s'est réveillé, il a recommencé le spectacle. Je ne savais pas, mais vous savez que c'est un grand sportif, Pelletier, c'est un champion d'arts martiaux, etc., etc. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui physiquement il tient le coup, quoi. Voilà. Et dans ce spectacle, Al Capone, il y a un duo avec lui, reste tranquille. Me pourrir la vie, je n'arrêterai pas de me battre. Réglons ça, tu veux si tu peux. Quand on a, j'ai besoin. Quand on a, des points pour payer. Oui, on est carrément dans l'opéra là. Oui, mais c'est formidable parce que c'est un duel là, c'est une confrontation là. Ils se jaugent tous les deux là comme ça, comme deux fauves. Et c'est formidable parce que ça fonctionne parfaitement, quoi. Les voix se marient bien. Il y a cette montée, ce crescendo là, comme ça, qui monte en puissance. Et c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et le Charleston, bien sûr, est présent. Il y a Charleston, Foxtrot, il y a opéra rock, la chanson italienne aussi. Bien sûr. Il y a la mélodie italienne. Ça me plaît parce que c'est au moment où Capone est le plus comment dire, sensible. C'est quand il pense à ses parents, quand il pense à son passé, quand il parle de sa relation avec sa sœur. Tout ça, c'est en italien. Et c'est très touchant pour moi.
Alors, le Charleston, c'est né justement avec Joséphine Baker à Paris, et elle est passée aux Folies Bergères où vous serez en menant la revue avec une ceinture de banane qui était juste un accessoire au départ. Exactement. Et Jean Gabin a débuté aussi aux Folies Bergères. Oui. Donc, des tas de gens, des tas de personnalités. Il a débuté parce que son père l'a conduit en disant mon fils veut travailler, alors que lui il voulait continuer des locomotives. Il a fait une opérette, je crois, aux Folies Bergères. Il a commencé comme ça. Voilà. Et ensuite il a chanté avec Mistinguett au Moulin Rouge. Alors il y a aussi quelqu'un qui est important dans le spectacle, c'est Angoune, avec qui vous chantez votre amour d'enfance. Angoune, c'est formidable. C'est incroyable. Je trouve que cette rencontre de ces voix, des personnalités, et presque c'est presque une rencontre du troisième type. Oui. Il y a quelque chose d'improbable et en même temps ça fonctionne. Les timbres se marient bien, notre façon de chanter ensemble. Je le vois même en faisant des télévisions, de la promotion, on répète rien et tout fonctionne en improvisation. C'est comme si on avait toujours chanté ensemble. Et j'avais remarqué ça il y a quelques années déjà, où j'étais allé la rejoindre dans une émission de télévision où c'était pour le sida, une émission pour le sida comme ça. Je venais de faire un récital avec Lang Lang, le grand pianiste à Pleyel, et on m'a appelé et il fallait que j'arrive. C'était le dernier numéro parce que ensuite tout s'arrêtait, et donc on m'a emmené avec une ambulance. Et c'est là que j'ai découvert Angoune, et sans répéter rien, on a fait cette chanson qui est sur YouTube. Vous pouvez aller la voir. C'est une chanson sud-américaine, Historia de un amor, avec Yvan Cassar qui nous accompagne. C'est extraordinaire. On s'était jamais rencontrés. On fait ce truc, on a l'impression qu'on a chanté toute notre vie ensemble. Et là, vous allez vous retrouver tous les soirs pendant 90 soirs. Mais ce n'est qu'un début, je pense, non? Écoutez, touchons du bois. Ouais. Si ça fonctionne, il y aura certainement une tournée derrière. Je sais qu'il y a déjà des demandes, même à l'étranger. Donc voilà, bon, ça c'est un peu dur pour moi parce que je dois jongler avec mon planning et puis faire un peu de sacrifice. Voilà, de mettre un petit peu la carrière d'opéra en parenthèse. Et vous savez bien que l'opéra, c'est quand même mon premier amour et mon amour le plus grand. Oui, mais il faut avoir quelquefois plusieurs amours. Et voilà. Al Capone en est un. C'est à partir du 28 janvier aux Folies Bergères. Et je suis convaincu que le public aimera ce spectacle comme il aime l'opéra et comme il vous aime. Je vous remercie beaucoup. Merci Roberto Alagna. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.